Du CA de l'UDES en 1960. La parole à Abdoulaye Bathily, donc il m'a corrigé, c'est lui qui a succédé à Baïdiak, à la tête de l'UDES en 68. Merci beaucoup. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vais dire ce que je vais dire. Quand je regarde tout autour de cette table et aussi dans la salle, il y a beaucoup de feux qui me rappellent beaucoup d'événements dans ma vie personnelle et malgré les différences de trajectoire, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on revoit les amis parce que ces événements que nous avons vécus intensément ont aussi tissé des liens, des sentiments très forts parce que c'est devant le danger, dans l'épreuve, que se nouent en général les amitiés et les liens les forts entre les individus et les acteurs. Quand je regarde le doyen Boubacar Sorna ou bien Limpiao qui est à côté de lui, Limpiao Lo du syndicat de fédération des banques, véritablement, et celui que j'appelle ici le Pangolard, Birahim Diagne, il vient d'arriver. Mbaïdiak en a fait allusion tout à l'heure, qui a été président de l'UED juste avant Samba Baldé, était vice-président aux relations extérieures de l'UDES dans le comité exécutif. Et à la fin de 68, demain, il avait terminé ses études, il est allé comme inspecteur des chemins de fer et ensuite il est devenu homme d'affaires, secrétaire régional du GES, du groupement économique du Sénégal. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les commémorations ont ceci d'important que premièrement, elles permettent à un certain nombre de personnes de se rencontrer et ravivent des émotions, mais aussi elles permettent ces commémorations de se projeter dans l'avenir à partir de toute une trajectoire. Et en cela, de mon point de vue, les événements, je ne vais pas y revenir. Baïdiak les a évoqués de manière très claire. Et moi-même, en 89, avec ma chambre d'historien, je me suis dit, anticiper à ces événements de très près. Il y a quelque chose à faire pour les nouvelles générations. Il fallait que je fasse un témoignage et j'ai pris ma plume d'historien pour écrire celui que j'ai intitulé Mai 68 à Dakar, la révolte universitaire et la démocratie, qui est maintenant, que je suis en train de reprendre pour le publier. Mais chaque fois que je le faisais depuis, en fait, 92, pour la première parution, les événements ne m'ont pas permis de me concentrer pour le faire. Alors, donc, je crois que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est effectivement de continuer à collecter des informations importantes, des faits qui peuvent davantage asseoir notre connaissance de cet événement. Parce que lorsqu'on voit ceux qui se sont réunis ici aujourd'hui, on voit très nettement que c'est un événement majeur de la vie de notre pays. Un événement majeur de l'histoire contemporaine de notre pays. Ça, c'est incontestable. Ceux qui aiment les 68 heures ou ne les aiment pas, mais 68 a été un jalon important de notre histoire politique. Comme on dit, on peut ne pas aimer l'éléphant, mais on peut quand même dire qu'il n'est pas gros. C'est quand même gros. C'est quand même gros. En écrivant mon ouvrage sur mai 68, je me suis appuyé évidemment sur les témoignages des amis qui sont là, les Moussakan, les Mbaïdiak, les Makhtar-Diak, le diable boiteux, comme l'appelait Moustapha Niasse à l'époque, chaque fois qu'on avait des débats politiques. Mais aussi d'autres acteurs de l'autre côté de la barrière. Comme le général Jean-Alfred Diallo, auquel il a été fait référence. Je voudrais vraiment lui rendre hommage. Parce que j'ai eu des séances avec lui pour l'interroger réellement, parce qu'il était au cœur, comme on l'a dit, de ces événements. En tant que non seulement chef d'état-major général des armées, mais directeur de la gendarmerie et de la justice militaire. Et c'est lui qui nous a sauvés coup d'État, comme Ousmane Camara l'a rappelé tout à l'heure.
À l'occasion, justement, des événements à la veille du 23 juin 2011, j'avais cité cette fameuse lettre qu'il avait écrite à Senghor, en lui intimant pratiquement l'ordre de renvoyer des ministres incapables au gouvernement, en lui imposant de fait une série de réformes qu'il a mis le papier. Et Senghor, je me suis rendu compte que toutes les mesures prises par Senghor au lendemain des événements, pratiquement c'était sous la dictée de l'état-major général représenté par Jean-Alfred Diallo. C'est un moment important. On parle du rôle de Senghor dans notre démocratie, etc., mais en réalité, il faut aussi rendre hommage à cet acteur majeur. Il y a toute une légende qui a été tissée autour de Senghor qu'il faut de plus revoir, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. De là, que ce soit le rôle de Ibrahim Seydou Ndaw et les événements de 68. Donc, grâce à lui, j'ai collecté toute une série d'informations qui ont permis peut-être d'élargir, mais il y a déjà beaucoup de qui se font sur mai 68. Historiens, de politologues plutôt, il y a nos étudiants, qui assistant à la faculté des lettres, des départements d'histoire, travaillent sur mai 68 et qui a arrêté depuis lors des informations extrêmement importantes, peut-être qu'il viendra parler ici. Comme quoi, peut-être que du point de vue sénégalais, ce mouvement a été négligé, mais dans la réalité, c'est un mouvement qui intéressait le monde entier, compte tenu de ses conséquences sur l'ensemble, non seulement du précaré francophone, mais aussi au-delà. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce travail, c'est, au fond, mai 68 n'est pas venu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. En fait, il l'a dit tout à l'heure, c'est un mouvement qui a été préparé par toute une série de transformations et de phénomènes qui précédaient. Pour les observateurs immédiats, le doyen Ousmane Camara le disait tout à l'heure, Senghor a été surpris, c'est vrai. Même nous, les étudiants, nous avons été surpris de l'ampleur du mouvement. Il faut le dire au départ. Vous vous rappelez, Moussa, Mbaïdiak, Makhtar, quand nous avons organisé en avril le séminaire sur la situation économique et sociale du Sénégal, non, en février, je crois, février, un séminaire du mouvement étudiant de l'UDES sur la situation économique sociale du Sénégal à la veille de la masse électorale de février 68. C'était pour amener les étudiants à prendre conscience, mobiliser. Nous avons invité les sénistes, nous avons invité les représentants des mouvements de libération nationale qui étaient. Et notre surprise a été grande. Il y avait moins de gens dans la salle que d'invités. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ces étudiants-là sont inconscients. Il y en a qui allaient, il y avait un de football, je ne sais pas quoi, il y en a qui étaient allés au tennis, il y en a, et ceux qui habitaient le pavillon C à l'époque, on disait que c'était vraiment le pavillon des sortes de... Hein? Et on était surpris. Mais quelle a été la situation un mois après? À partir de le 25 mars déjà, où les étudiants sont allés mouvement dans les piquets de grève. Et évidemment, tout après. Donc, ça a été apparemment un mouvement qui était spontané, mais qui comportait déjà un certain nombre d'ingrédients qui pouvaient faire comprendre que les nuages s'amoncelaient à l'horizon. Il y avait le malaise paysan, parce que depuis 1926, le Sénégal était obligé par la CE d'aligner le prix de l'arachide sur le prix international. La France avait décidé de ne plus soutenir que de ces accords au niveau de la CE et le prix de l'arachide a chuté au niveau du cœur. Et ça a créé ce qu'on appelle le malaise paysan, où on est les paysans dans les sécos, on les saupoudrait de DTT. À l'époque, il y avait eu beaucoup des étudiants syndicalistes, hein, comment il s'appelle, Cham, ministre du développement rural, à l'époque. Hein. Ça, c'est un élément, un ingrédient qui devait
amené à cette situation-là. Et quand l'arachide ne va pas au Sénégal, tout le monde sait que le reste ne marche pas. Parce que les huiles étaient en difficulté, l'industrie donc, donc les revenus paysans. Mais ce n'était pas ça seulement. Je vais aller vite. Mais il y a les fondements économiques aussi. Le Sénégal a été complètement colonisé par le capital. Charles-Henri Louis Galenka, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, faisait la pluie et le vent. Les Sénégalais ne pouvaient pas importer, ils ne pouvaient pas exporter. C'était les petits commerçants, les traitants issus de la colonisation. Et un des éléments décisifs aussi de ce secteur de notre vie sociale qui est entré dans, c'est l'UNIGES, l'Union des groupements économiques du Sénégal, dans son fameux réquisitoire en 68, son premier congrès tenu là où se trouve aujourd'hui le mausolée de Seydou Nourou, qui était la maison des jeunes et de la culture. C'était un réquisitoire contre la politique économique Senghor, où on disait les Sénégalais s'appauvrissent chaque jour et les Français s'enrichissent chaque jour. Donc les Sénégalais étaient écartés de tous les rouages de l'économie nationale. C'était un fait de mécontentement. Évidemment, la vie politique, qui était sous la chape de plomb d'un seul parti, avec une seule radio, Radio Dakar, un seul jour, Dakar matin, le soleil, plus tard. La répression, qui en 1966 s'était battue lourdement à la veille du Festival des Arts Nègres sur les dirigeants du pays, qui ont été arrêtés par dizaines, jetés dans les prisons, torturés à l'électricité, avec un fameux commissaire technicien à l'époque, Castorel, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelait. Alors, il y avait un mécontentement. Donc, en fait, les cris des étudiants n'ont été que une sorte de détonateur de cette crise-là, qui était une crise sociale, une crise politique et évidemment une crise économique. Le syndicat également était dans la danse. Ces fameuses déclarations du syndicat de la région du Cap-Vert, en montrant comment le train de vie des travailleurs a chuté pendant la période. Alors donc, il y avait tous ces phénomènes-là, à mon avis, qui ont entraîné bouleversement de 68 qui n'était pas si inattendu que ça. Et moi, j'ai intitulé ça, vraiment, cette crise de la décolonisation. Il y a vraiment, en 68, le Sénégal avait un drapeau, un hymne national, mais nous n'étions pas. On avait un président de la République qui parlait bien français. Mais, quand on regarde tous les symptômes de la vie nationale de cette époque-là, il y a eu un transfert des compétences du colonisateur au nouveau régime, mais il n'y avait réellement pas d'annonce. Je crois que ça, c'est un des aspects. Et la crise étudiante, c'est une autre dimension de cette crise, de la décolonisation. À mon avis, donc, le problème important, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, nous devons comprendre les causes, mais aussi les conséquences. Et pour moi, c'est important de dire que le mai 68 a été un des fondements majeurs dans la dynamique de la citoyenneté au Sénégal. Parce que, il faut le dire, hein, en 1960, quand il y a eu les transferts de compétences, il n'y a personne pour aller à l'indépendance. On a fait les transferts de compétences de l'UPS, de la France au régime de... Fondamentalement, c'est ce qui s'est passé. Et 68 a été une sorte de règle générale, en réalité, contre cette forme de dépendance. Les étudiants lui dans leur tract. Hein, tous les acteurs le disaient dans leur tract. Et le pouvoir de l'époque était réellement isolé parce qu'il n'y avait pas de... À 9h du matin, les étaient terminés. Oui, on faisait le verbal avant les... Le matin, à 9h, les gens font du thé. Ils attendent. À 10h, on proclame les résultats. 90% Senghor. Oh, Senghor. 99, 99. Oui. Il y avait les chants à l'époque de Mada Thiam, hein, c'était ça. Hein? Senghor, hein? Festival mondial, Senghor, Senghor, Guinéerne, etc. Alors, donc, c'était la réalité. Alors, non,
qu'est-ce que, à mon avis, ce qui est important, les acteurs, chacun a vécu un moment de cette histoire, sous une forme ou une autre. Les souvenirs peuvent s'estomper parce qu'on commence à avoir maintenant des cheveux, c'est normal, Santiago. Mais la trajectoire aussi des acteurs a varié. Pour certains, c'est aller en zigzag. Mais l'esprit du mouvement, parce qu'il faut faire la différence entre la trajectoire des individus et le mouvement, son essence, ce qu'il a signifié à l'histoire, qui peut ou non correspondre à ce que étaient les individus ou sont les individus. Oui, ça, c'est totalement différent. En tout cas, nous, historiens, c'est comme ça que nous voyons les choses. Les 68 arts, il y en a de partout. On les trouve dans toutes sortes de situations. C'est bon quand nous nous retrouvons, remémorer cela, mais il faut, au-delà de cette vision romantique, placer le mouvement dans son histoire. Moi, je dis que c'est le point de départ du pluralisme légal. Senghor était contraint au pluralisme syndical, au pluralisme politique, d'abord avec le Club Nation et Développement, qui était là pour capter les intellectuels. Et au lendemain de 68, vous vous rappelez, même nous étudiants, on a reçu des cartons d'invitation au premier débat du Club Nation et Développement. Et de toute façon, le club ne suffisait pas pour faire taire les aspirations des populations à un pluralisme politique plus ouvert. Ensuite, bon, vous connaissez l'histoire, multipartisme limité, 3 courants, 4 courants, et puis, bon, jusqu'au de Senghor tout au moins. Ça, c'est une idée qu'il faut reconnaître. Le mouvement populaire de 68 a contraint le pouvoir à lâcher du lest et à s'engager, ce qui sera appelé l'ouverture démocratique. Je crois que du point de vue historique, c'est une des conséquences les plus importantes de 68. Nous devons les débuts de notre système démocratique actuel, pluraliste, syndical politique, mais également de certaines transformations des bases économiques et sociales de notre société. J'ai parlé tout à l'heure de l'UNIS, l'Union nationale des groupements économiques du Sénégal. Ce mouvement, immédiatement après 68, après son premier congrès, il a été pourchassé. Son président, c'est Abdoulaye Diop, l'imprimeur. On lui a coupé les... Il a été contraint d'aller en Mauritanie. Toutes ces affaires ont été... Et tout ce qui était dans l'UNIGES, avec la complicité du milieu d'affaires, de commerce, dominé par le capital français, ils ont été ruinés. À la place, ils ont créé le COFES, la Confédération des groupements économiques du Sénégal, plus favorable à l'Union progressiste sénégalaise. Mais là aussi, les protestations ont continué. Ensuite, le geste, le groupement, les groupements économiques du Sénégal, dont justement Birahim va être un des secrétaires, directeur général. C'est ce qui a donné à quoi? L'UNIGES, c'est l'ancêtre de quoi? Donc là aussi, et aujourd'hui, l'UNAP, grâce à cette série de luttes des milieux économiques, née avec 68, on a pu assister au retrait du capital français dans différents secteurs, import-export par exemple. Et aujourd'hui, l'UNACOA contrôle l'import. Ça aussi, c'est une dimension importante qu'il faut reconnaître dans les événements de 68. Autre élément, bien entendu, je pense qu'il faut aussi mettre en évidence d'autres phénomènes importants, je ne vais pas insister, c'est, à mon avis, toute cette démocratisation qui s'est faite dans des conditions de conflits sociaux permanents. Parce que 68 a été suivi, évidemment, de 69, la grève générale. À la suite de la grève de l'École nationale des cadres ruraux de Bambey, où les étudiants ont pris une année scolaire entière. À l'époque, moi, justement, j'ai pris la succession de Mbaye Diack, je suis président de l'UDES.
Et notre système scolaire, au lieu de surmonter la crise, s'est retrouvé dans une permanente que nous n'avons pas réussi à surmonter, malheureusement. Ça, il faut le dire. Jusqu'à présent, notre système éducatif est en turbulence. 68, et aussi, si on parle de 68, c'est prolongement pour les 88. La lutte pour des élections libres, démocratiques et transparentes. Et le prolongement immédiat et le commande de cela, c'est l'alternance de 2000, malgré tout. Et le reste, vous le savez, pour moi, c'est une montée vers l'appropriation par les citoyens de la chose publique. Que ce soit le 23 juin 2011 et évidemment ce qui s'est passé le 25 mars. Alors je crois qu'il faut mettre les événements en parallèle, en perspective, pour comprendre le long cheminement dont mai 68 semble être un élément important. Je terminerai par juste une précision. En fait, l'armée, nous avons été enrôlés de force dans l'armée, pas en 68, mais bon, l'armée, on nous a mis au camp Gazei en 68, hein, après les événements tels que décrits par Ousmane Camara et Mbaye Diack, hein. Mais pour le doyen Ousmane, en fait, en 71, après la grève des partiels, Est-ce auprès du professeur Bathily. Donc il y a une annonce, le propriétaire du véhicule 0354 AC empêche le directeur du WAC de sortir de son véhicule et d'aller au concours. Il est là, le propriétaire du véhicule 0354 AC. S'il veut bien aller bouger pour permettre au professeur Sen d'aller à l'UCAD. Merci. Bon, professeur, vous avez la parole. Oui, je termine donc. Oui. Alors, donc, c'est à de la grève des partiels, puisque la réforme de l'université a été faite en 69, avec beaucoup de difficultés. Les étudiants voulaient une africanisation de l'université, du cursus, africanisation des enseignements, des enseignants. Nous voulons une université au service du peuple. C'était ça le slogan. Une université régionale africaine, pas seulement sénégalaise. Senghor dit non, moi je veux une université sénégalo-soudano-sahélienne. Et d'ailleurs, ces étudiants, ils font beaucoup de bruit. Il paraît qu'en philosophie, ils ne font que parler du régime. Je vais créer une université sahélo-soudanaise, Saint-Louis, ils seront éloignés. Et c'est comme ça qu'est venue l'université Gaston Berger, de Saint-Louis. Cette réforme a avancé, les étudiants s'y sont opposés, et par décret, l'UDES et l'UED ont été dissoutes. À la suite de cela, que 49 étudiants, 42 pardon, étudiants, 49, c'est 49, hein, c'est bien ça, 49. 49 étudiants, membres de l'UDES et de l'UED, ceux qui étaient, certains étaient corporations, dans les bureaux, etc., ils nous ont pris. Et parmi ces 49, il y a 12 qui ont été incorporés de force, dont Mbaye Diack qui est là, Dokura qui est là, comment il s'appelle encore, hein? Oui. Jean-Pierre, mais je crois qu'il a été inapte. Il a été inapte. Il a été réformé. Réformé. Hein? Bon, Famara Sarr, Al-Senou Sissé, moi-même, etc. Hein? On nous a mis dans l'armée. On nous a d'abord débarqué à Tambacounda de mars-avril 71. Et on a, après notre formation de base dans l'armée, on nous a décidé de faire un examen. On a dit qu'on n'est pas venu pour faire un examen dans l'armée. Parce que par discipline que Senghor nous a amené, ils ont dit, bon, voilà, 45 jours à Tambacounda. Et ensuite, tribunal militaire. Ici, au Forbé, mois, de septembre à décembre. En tribunal militaire, on a refusé de prendre un avocat. Ils ont pris un avocat des fils. Ils nous ont dit, bon, relaxez au bénéfice du doute. Et ensuite, ils nous ont dit, bon, malgré tout, vous allez dans l'armée. Jusqu'à la fin de nos 18 mois. Et on nous a éparpillés dans les différents camps militaires, certains à Mata, à Ourossogui, d'autres à Tambacounda, d'autres à Bignona. Et justement, un de nos camarades qui est mort, Al-Senou Sissé, hein, qui a été
dont la patrouille, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire dans l'armée, dans ce qu'on appelait le commandement opérationnel Sud-Casamance, à faire des patrouilles le long de la frontière, à arrêter les combattants du PAIGC pour qu'ils n'entrent pas en notre territoire. Mais on n'était pas à l'abri des attaques des supplétifs portugais. Et c'est au cours d'une de ces attaques que Alfousseynou Cissé est mort. Tous les 11 soldats de l'armée sénégalaise ont été tués par supplétifs de l'armée portugaise, décapités. Oui. Alors ça aussi, donc 71, c'est hein. Donc je vais en terminer là. Merci. Donc merci.